Ma mère a utilisé ma carte pour offrir un voyage de 22 000 € à ma sœur, simulant une urgence. En découvrant ces photos, j'ai agi en secret. Le lendemain matin, 35 appels manqués. Ma sœur appelait en boucle, ma mère paniquait. Je m'appelle Élise Dubois, j'ai 29 ans et je dirige les opérations d'une entreprise de logistique médicale à Lyon. Mon travail repose sur une règle simple, rien ne bouge sans être vérifié, approuvé et documenté. Alors, quand mon téléphone s'est illuminé d'une alerte bancaire signalant un débit de 22 000 € pour des vols internationaux, des hôtels de luxe et un forfait de voyage privé en Europe, j'ai eu le souffle coupé un instant, car j'ai su immédiatement une chose, je n'avais rien acheté. J'ai ouvert mon application de carte de crédit 2 fois, pensant qu'il y avait peut-être eu un problème technique. Mais le montant est resté là, éclatant et désagréable, affiché sous mon nom comme un avertissement. Avant même que je puisse appeler la banque, ma mère m'a appelé. Sa voix était pressée, presque tremblante. Elle m'a dit qu'elle avait utilisé ma carte parce qu'il y avait une urgence. Elle a expliqué que ma sœur cadette, Camille, avait besoin d'aide après l'obtention de son diplôme, qu'elle était dépassée, et que ce voyage était ce dont elle avait besoin pour se remettre sur pied. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a glacé le sang, ne fais pas de ça une question d'argent. La famille s'entraide. Je voulais la croire. Vraiment. Mais quand quelqu'un dépense 22 000 € sur votre carte de crédit sans demander, la confiance ressemble moins à de l'amour qu'à un piège. Je n'ai donc pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai tranquillement ouvert mon ordinateur portable, recherché le débit, suivi la piste de confirmation, et j'ai alors vu quelque chose sur le mur de ma sœur qui a tout changé. La première chose que j'ai vue n'était pas une facture médicale, ni un message de crise, ni un reçu d'une clinique d'urgence, ni quoi que ce soit qui puisse expliquer pourquoi ma mère avait sonné comme si la fin du monde était proche. C'était une photo d'une valise blanche ouverte sur un lit rempli de robes en lin, de sandales, de lunettes de soleil de créateur, et d'une petite housse de passeport rose sur laquelle était écrit « Été européen entre filles ». Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, attendant que mon cerveau rattrape ce que mes yeux voyaient. Puis j'ai remarqué la légende, 12 jours avant Paris. Meilleure surprise de diplôme de tous les temps. Merci maman. Ma poitrine s'est serrée si vite que j'ai posé une main sur mon bureau. J'ai cliqué sur le profil. Il y avait d'autres publications, une story elle a une enregistrée intitulée « Europe », un autocollant de compte à rebours, une capture d'écran d'un balcon d'hôtel de luxe donnant sur Rome, une vidéo de quelqu'un qui piaillait en ouvrant un itinéraire imprimé. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer. Les 22 000 € sur ma carte n'étaient pas une urgence. C'était des vacances. Et pas des petites vacances, d'ailleurs. Ce n'était pas un voyage de routard à petit budget avec des vols discount et des chambres partagées. C'était des surclassements en classe affaires, des hôtels boutiques, une visite gastronomique privée, un forfait musée guidé, et quelque chose appelé une « soirée premium sur les canaux » à Venise. Mon nom n'apparaissait nulle part dans les légendes, mais mon argent était sous chacune d'elles. Je suis restée assise dans la lumière de mon ordinateur portable, me souvenant de la façon dont ma mère avait dit « Ne fais pas de ça une question d'argent ». Cette phrase sonnait différemment maintenant. Ce n'était pas une supplication. C'était un avertissement. Cela signifiait qu'elle savait déjà que j'objecterais. Cela signifiait qu'elle avait déjà décidé que ma réponse n'avait pas d'importance. J'ai rouvert l'application bancaire et j'ai regardé le nom du commerçant. Puis j'ai cherché dans mes emails car des années auparavant, ma mère m'avait convaincu de créer un dossier d'urgence partagé après que ma grand-mère soit tombée et ait eu besoin que des papiers d'hôpital soient envoyés rapidement. J'avais oublié que le dossier existait. Mais il était là, enfoui sous d'anciens formulaires d'assurance, un nouvel email de confirmation d'une agence de voyage à Belleville. L'email avait été copié dans ce dossier par accident, ou peut-être parce que ma mère avait été négligente. Il listait le forfait, les dates de voyage, les noms des hôtels, les règles d'annulation et le mode de paiement. Titulaire de la carte, Élise Dubois, voyageuse, pas moi. Adresse de facturation, la mienne, autorisée par téléphone, ma mère. J'ai senti la colère monter lentement, non pas brûlante et déchaînée, mais nette et précise. Le genre de colère qui vous rend silencieux parce que soudain, vous comprenez tout.
J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait dit que j'étais responsable, pratique, chanceuse, stable. Ces mots avaient toujours sonné comme des compliments jusqu'à ce que je réalise que ma famille les utilisait comme des raisons de me prendre des choses. J'étais responsable, donc je pouvais gérer. J'étais pratique, donc je ne ferais pas de scène. J'étais stable, donc je devais porter tout le monde sur mes épaules. J'ai zoomé sur la politique d'annulation. Une partie de l'acompte était non remboursable après minuit. Le paiement intégral avait été effectué via ma carte cet après-midi-là. Ma mère n'avait pas paniqué parce qu'il y avait une urgence. Elle avait paniqué parce que la date limite était passée et qu'elle avait besoin de mon plafond de crédit avant que la réservation ne disparaisse. J'ai regardé à nouveau le profil de ma sœur. Elle avait posté une autre story quelques minutes plus tôt, un selfie miroir avec la légende « Je prépare mon voyage de rêve parce que ma famille est toujours là pour moi ». C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est figé. Je n'ai pas envoyé de commentaires. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas rappelé ma mère. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à noter la chronologie, l'heure du débit, l'heure de l'appel de ma mère, ses mots exacts, les publications Instagram, l'email de confirmation, la politique d'annulation. Chaque capture d'écran est allée dans un dossier étiqueté « litige de carte ». Quand j'ai eu fini, il était presque minuit. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de maintenir la paix dans ma famille. Cette nuit-là, j'ai enfin compris qu'une paix construite sur mon silence n'était pas la paix du tout. C'était une permission. J'ai appelé le numéro au dos de ma carte et j'ai attendu la fin du menu automatique, mon ordinateur portable ouvert devant moi. Quand la conseillère a décroché, ma voix a sonné plus calme que je ne me sentais. J'ai expliqué qu'il y avait un débit de 22 000 € que je n'avais pas autorisé, que la personne qui l'avait effectué était un membre de ma famille qui avait eu accès à mes informations de carte lors d'une véritable urgence des années auparavant, et que je n'avais jamais donné la permission pour cet achat. La conseillère a marqué une pause quand j'ai dit le montant. Puis elle m'a demandé si je reconnaissais le commerçant. J'ai dit oui, et que reconnaître le commerçant ne rendait pas le débit autorisé. Cette partie était importante. Je m'entendais devenir plus précise à chaque phrase. J'avais appris grâce à mon travail que les gens se cachaient souvent derrière la confusion, mais que la documentation dissipe la confusion. Je lui ai dit que j'avais des captures d'écran, un email de confirmation et des messages montrant qu'on m'avait dit que c'était une urgence après que l'achat ait déjà été effectué. Elle m'a mise en attente pendant 6 minutes. Je suis restée assise dans mon appartement, le réfrigérateur vrombissant dans la cuisine et les lumières de la ville visibles de ma fenêtre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais je n'ai pas regardé. Quand elle est revenue, elle a dit qu'il pouvait bloquer la carte immédiatement, en émettre une nouvelle, ouvrir un litige et signaler la transaction pour examen. Le débit était toujours en attente, ce qui signifiait que le timing était crucial. Si le commerçant n'avait pas encore entièrement encaissé les fonds, la banque pouvait les retenir pendant l'enquête. Elle m'a averti que les situations familiales pouvaient devenir compliquées. J'ai dit, je comprends. Veuillez continuer. Cette phrase a eu l'impression de franchir une ligne que j'avais craint de traverser pendant des années. Veuillez continuer. Pas, laissez-moi y réfléchir. Pas, peut-être que ma mère voulait bien faire. Pas, que diront les gens? Juste, veuillez continuer. Elle a vérifié mon identité, lu les informations et demandé si je voulais supprimer tous les accès de portefeuille numérique enregistrés. J'ai dit oui. Elle a demandé si je voulais des alertes pour les futures transactions importantes. J'ai dit oui. Elle a demandé si quelqu'un d'autre avait la permission d'utiliser la carte. J'ai dit non. Quand l'appel s'est terminé, ma carte était bloquée. Une nouvelle était en route et le litige avait un numéro de dossier. J'ai écrit le numéro de dossier en haut de mon document. Puis j'ai changé les mots de passe, banque, email, stockage cloud, opérateur téléphonique, compte d'achat, tout ce que ma mère aurait pu connaître grâce à un ancien service familial. Chaque changement de mot de passe ressemblait à verrouiller une porte que j'avais laissée ouverte trop longtemps. Vers 1 h du matin, un email est arrivé de l'agence de voyage. Vérification de paiement requise.
Réservation temporairement en suspens. Veuillez nous contacter sous 24 heures pour éviter l'annulation. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai sauvegardé avec les autres. Cet email m'a dit que la banque avait déjà agi. Il m'a également dit que ma mère le découvrirait bientôt. Pendant une faible seconde, la culpabilité serra ma poitrine. J'imaginais ma sœur en larmes, ma mère criant, mon père disant que j'aurais dû l'appeler en premier. Mais ensuite j'ai regardé à nouveau la confirmation. 22 000 euros, mon nom, mon crédit, mon avenir. J'ai pensé à tout le travail acharné que j'avais fourni pour cette cote. J'ai pensé à l'appartement que j'avais acheté seul, à la voiture d'occasion que j'avais conduite pendant 5 ans pour pouvoir économiser. Aux nuits où je mangeais des flocons d'avoine pour le dîner après l'université parce que je refusais de demander de l'aide à qui que ce soit. Et puis j'ai pensé à la facilité avec laquelle ma mère avait offert tout cela à quelqu'un d'autre. Comme si ma stabilité était un chèque familial qu'elle pouvait encaisser quand elle voulait. À 2 heures du matin, ma mère m'a envoyé un SMS. « Tu es réveillé ?» Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre SMS. « Nous devons parler demain. » Je n'ai pas répondu non plus. Puis en est venu un de ma sœur, question au hasard. « As-tu reçu une alerte de fraude de ta banque ? » Maman a dit que quelque chose d'étrange avait pu se passer. J'ai fixé le message. Elle en savait assez pour demander, mais pas assez pour s'excuser. J'ai posé mon téléphone face contre terre. J'étais fatiguée, mais je n'étais plus confuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans planifier comment mettre tout le monde à l'aise. Le lendemain matin à 8h30, mon téléphone a commencé à vibrer si fort contre la table de chevet que ça ressemblait à une alarme. J'ai ouvert les yeux, l'ai attrapé et j'ai vu un mur d'appels manqués. Ma mère, ma sœur, ma mère à nouveau. Mon père, ma sœur à nouveau. 35 appels manqués en moins de 40 minutes. Il y avait aussi des messages vocaux. J'ai écouté le premier et j'ai entendu ma sœur pleurer si fort que les mots se brisaient. « Élise, qu'as-tu fait ? Ils ont annulé les vols. L'hôtel dit que le paiement a échoué. Pourquoi me ferais-tu ça ? » Je n'ai rien supprimé. J'ai sauvegardé le message vocal. Le suivant était ma mère, mais elle ne pleurait pas. Elle respirait difficilement comme si elle avait couru. Appelle la banque tout de suite. Dis-leur que c'était une erreur. Tu vas tout gâcher si tu ne répares pas ça. Le troisième était mon père. Confus et d'une voix faible, « Élise, ta mère dit qu'il y a un problème avec ta carte et le voyage de ta sœur. Appelle-moi. » Je me suis assise lentement. Ma chambre était lumineuse sous la lumière du matin, mais je me sentais étrangement calme. La tempête était arrivée exactement là où je savais qu'elle le ferait. Je me suis brossé les dents, j'ai préparé du café et j'ai laissé le téléphone sonner 3 fois de plus avant de répondre. Ma mère a commencé avant même que je ne dise bonjour. « Que as-tu dit à la banque ? » J'ai pris une gorgée de café et j'ai dit « Bonjour à toi aussi. » Elle a claqué que ce n'était pas drôle, que l'agence de voyage avait mis la réservation en attente, que ma sœur était hystérique, que si je n'annulais pas le litige immédiatement, tout le forfait serait annulé. J'ai posé une question, quelle était l'urgence ? Silence. Il n'a duré que 2 secondes, mais il m'a tout dit. Puis elle a dit, ne commence pas avec ça. J'ai dit, tu m'as dit que c'était une urgence, alors dis-moi quelle était l'urgence. Elle a baissé la voix et a dit, ma sœur était sous beaucoup de pression émotionnelle après l'obtention de son diplôme. Elle avait besoin de quelque chose de beau à espérer. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que le mensonge était si doux et poli qu'il sonnait comme répété. J'ai dit, un voyage de luxe en Europe n'est pas une urgence. Elle a dit, tu fais toujours ça. Tu fais toujours sentir ta sœur coupable d'être aimée. C'est alors que ma sœur a pris le téléphone ou s'est jointe à l'appel parce que soudain j'ai entendu sa voix, aiguë et furieuse, je n'arrive pas à croire que tu sois assez jalouse pour annuler mon cadeau de diplôme. J'ai fermé les yeux un instant. C'était ça, le mot « cadeau ». Un cadeau payé avec ma carte de crédit sans ma permission après que ma mère m'ait menti. J'ai dit que ce n'était pas un cadeau de maman. C'était un débit à mon nom. Ma sœur a crié que je ne comprenais pas,
que les parents de tout le monde faisaient de grandes choses pour la remise des diplômes. Que je gâchais son seul moment spécial. Ma mère a interjecté, nous allions te rembourser. J'ai demandé, quand? Un autre silence. J'ai demandé, avec quel argent? Cette fois, ma mère a explosé, comment oses-tu me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit. J'ai dit, tu as choisi d'être parent. Cela ne te donne pas le droit d'utiliser ma carte de crédit. Mon père est resté silencieux en arrière-plan jusqu'à ce qu'il dise finalement, Vanessa, tu lui as demandé avant de réserver? Ma mère lui a claqué de rester en dehors de ça. C'était nouveau. Mon père disparaissait habituellement quand les choses devenaient inconfortables. Mais le montant l'avait enfin attiré dans la pièce. J'ai entendu ma sœur sangloter à nouveau, disant que Paris était parti. Rome était parti. Le balcon de l'hôtel était parti. Elle parlait du voyage comme si on le lui avait volé. Pas une seule fois elle n'a dit, je suis désolée que ça te soit arrivé. Ma mère a dit que si j'aimais ma famille, j'appellerais la banque et dirais que j'avais fait une erreur. J'ai dit que je n'avais pas fait d'erreur. Puis j'ai prononcé la phrase qui a fait cesser tout l'appel, j'ai vu les publications sur son mur. Personne n'a parlé. J'entendais quelqu'un respirer. Ma mère a finalement dit, tu l'espionnais. J'ai dit, elle l'a publié publiquement. Tu as menti en privé. Il y a une différence. Ma sœur a raccroché en premier. Ma mère m'a dit que je l'avais humiliée. J'ai dit, non, maman. Je me suis protégée. Puis j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient après ça, mais pas de peur. Du choc de m'entendre choisir mon propre camp sans m'en excuser. Vers midi, le chat de groupe familial s'était transformé en tribunal où tout le monde avait apparemment été invité, sauf la vérité. Ma mère a écrit en premier, le voyage de rêve de ma sœur pour son diplôme a été détruit parce qu'Élise a décidé de punir la famille pour un malentendu. Puis ma sœur a posté un selfie en pleurs sur sa story. Sans dire mon nom, mais en s'assurant que tout le monde savait exactement de qui elle parlait, certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. La famille devrait soutenir la famille. Les messages ont commencé en quelques minutes. Une tante m'a dit que j'étais froide. Une cousine a demandé si je pouvais juste laisser tomber parce que ma sœur avait travaillé dur. Un autre membre de la famille a dit, ma mère devait avoir une bonne raison car les mères ne font pas des choses comme ça. J'ai fixé ce message plus longtemps que les autres. Les mères ne font pas des choses comme ça. Je me suis demandé combien de choix terribles dans les familles avaient été protégés par des phrases comme celle-là. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai déjeuné. J'ai répondu aux emails professionnels. J'ai participé à un appel de logistique et discuté des retards d'approvisionnement en fournitures médicales comme si ma vie personnelle ne brûlait pas dans un autre onglet. C'était quelque chose que ma famille n'a jamais compris à mon sujet. Le calme ne signifiait pas la faiblesse. Cela signifiait que je décidais où viser. Après le travail, j'ai ouvert le chat de groupe familial et j'ai tapé un message. Puisque mon nom est utilisé dans cette situation, je vais partager les faits une seule fois. Ma carte de crédit a été utilisée pour un forfait de voyage en Europe de 22 000 € sans ma permission. On m'a dit après l'achat qu'il s'agissait d'une urgence. Des publications publiques montrent qu'il s'agissait d'un voyage de luxe pour un diplôme. J'ai signalé le débit comme non autorisé et je ne reviendrai pas sur ce signalement. Puis j'ai joint 3 captures d'écran. L'alerte bancaire, le message de ma mère utilisant le mot « urgence », la publication de ma sœur avec le compte à rebours pour l'Europe. Je n'ai pas ajouté d'insultes. Je n'ai traité personne de voleur. J'ai laissé les preuves reposer là, seule, pendant près de 10 minutes. Personne n'a répondu. Puis ma tante a écrit « Vanessa, est-ce vrai ?» Ma mère a répondu par un paragraphe expliquant à quel point j'avais toujours été dramatique, comment elle avait l'intention de me rembourser, comment elle ne pensait pas que cela me dérangerait parce que j'avais un bon travail. Ce fut la deuxième erreur qu'elle ait commise ce jour-là. La première était de mentir. La seconde était d'admettre qu'elle n'avait jamais demandé parce qu'elle supposait que mon succès appartenait à la famille. Mon père m'a appelé après ça.
Sa voix semblait plus âgée que ce matin-là. Il m'a demandé d'expliquer depuis le début. Je l'ai fait. Je lui ai parlé du débit, de l'appel téléphonique, des publications Instagram, de l'email de l'agence de voyage, du litige bancaire. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était rare. Quand j'ai eu fini, il a dit « Je ne savais pas que c'était autant ». J'ai demandé « Combien pensais-tu que c'était ?» Il a dit « Rien ». J'ai réalisé alors que ma mère ne m'avait pas seulement menti. Elle avait aussi arrangé l'histoire pour lui. Plus tard dans la nuit, ma cousine Léa a appelé. Elle n'a pas commencé par des conseils. Elle a commencé par « Je te crois ». Ces 3 mots m'ont presque brisé. Elle m'a dit que ma mère lui avait emprunté 4 000 € 2 ans plus tôt pour une réparation de maison qui n'a jamais eu lieu. Avant cela, elle avait emprunté à une autre tante pour une facture médicale qui s'est avérée être un paiement de carte de crédit. Léa a dit que les gens en avaient chuchoté, mais personne ne voulait la confronter parce qu'elle rendait toujours les choses émotionnelles. Elle pleurait. Elle accusait les gens de la juger. Elle disait, la famille ne devrait pas tenir les comptes. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone pressé contre mon oreille, sentant la forme d'un schéma que l'on m'avait appris à ne pas voir. Ce n'était pas une mère désespérée faisant un mauvais choix. C'était une femme qui avait appris que la culpabilité pouvait fonctionner comme une carte de crédit, et elle l'avait glissée pendant des années. Le lendemain matin, l'agence de voyage a officiellement annulé le forfait. La perte de l'acompte s'élevait à plusieurs milliers, débité sur le mode de paiement de secours de ma mère. Je le sais parce qu'elle m'a appelé en criant à ce sujet. Elle a dit que je lui avais coûté de l'argent. J'ai dit, non, tu t'es coûté de l'argent quand tu as utilisé le mien. Cette phrase l'a tellement mise en colère qu'elle a raccroché. Mais pour la première fois, sa colère ne m'a pas fait paniquer. Elle m'a fait comprendre que ma limite avait enfin atteint la personne pour qui elle était faite. La semaine suivant l'annulation fut laide, mais aussi révélatrice. Ma mère a essayé toutes les versions de pression qu'elle connaissait. Elle a pleuré dans les messages vocaux. Elle a envoyé de longs SMS sur le sacrifice. Elle m'a rappelé les déjeuners scolaires qu'elle avait préparés quand j'avais 8 ans, comme si un sandwich de l'enfance pouvait justifier un débit de 22 000 € à l'âge adulte. Elle a dit à des membres de la famille que je l'avais embarrassée. Elle a dit à ma sœur que je l'avais toujours jalousée. Elle a dit à mon père que j'essayais de briser la famille. Mais cette fois, l'histoire ne tenait pas la route. Trop de gens avaient vu les captures d'écran. Trop de gens avaient commencé à comparer leurs notes. Mon père, qui avait passé des années à éviter les conflits, a finalement ouvert les relevés bancaires familiaux. Ce qu'il a trouvé a changé tout l'équilibre financier de la maison. Il y avait des cartes de magasins qu'il ne connaissait pas. Il y avait des paiements à des boutiques, des acomptes pour des événements, et un solde séparé d'un compte de meubles que ma mère avait caché. Le voyage en Europe n'était pas seulement une célébration. C'était une partie d'une plus grande mise en scène. Ma mère voulait que la remise de diplôme de ma sœur ait l'air parfaite parce que la perfection avait toujours été son déguisement préféré. Quand mon père m'a rappelé, il semblait épuisé. Il a dit qu'il était désolé. Pas des excuses polies. Pas le genre que les gens disent parce qu'ils veulent que la conversation se termine. Une vraie. Il a dit, j'aurais dû poser plus de questions il y a des années. Je n'ai pas laissé cette phrase tout arrangée, mais je l'ai laissé compter. Il m'a dit qu'il avait retiré à ma mère l'accès à certaines lignes de crédit conjointes, pris rendez-vous avec un conseiller financier et lui avait dit qu'elle devait vendre plusieurs articles de luxe pour couvrir l'acompte perdu et une partie des soldes cachés. Ma mère a appelé ça une trahison. Moi, j'ai appelé ça des maths. Ma sœur ne m'a pas contacté pendant 9 jours. Pendant ces 9 jours, j'ai continué à vivre. Cela semble anodin, mais ça ne l'était pas. Je suis allée travailler. J'ai préparé le dîner. J'ai couru le long du front de mer. J'ai rencontré Léa pour un café et j'ai réalisé à quel point c'était étrange de parler à un membre de ma famille qui ne me demandait rien. J'ai commencé une thérapie en ligne parce que j'avais besoin de quelqu'un de neutre pour m'aider à comprendre pourquoi dire non me faisait me sentir coupable, même quand j'avais raison. Ma thérapeute a dit quelque chose qui est resté avec moi, tu n'as pas été traitée comme la fille aînée.
Tu as été traité comme le plan de secours. J'y ai pensé pendant des jours. Le plan de secours. Celle qu'on appelait quand l'argent manquait. Celle qui devait comprendre. Celle à qui on disait d'être mature pendant que tout le monde pouvait être fragile. Le 10e jour, ma sœur m'a envoyé un SMS. Ce n'était pas des excuses au début. Il disait, « Savais-tu que maman m'a dit que tu avais proposé d'aider à payer ?» J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Puis j'ai répondu, « Non, je n'ai jamais proposé. » Elle n'a pas répondu pendant 1 heure. Quand elle l'a finalement fait, le message était plus court, « Je ne savais pas ça. » Au cours des jours suivants, la vérité l'a atteinte par bribes. Elle a appris que ma mère ne m'avait pas demandé. Elle a appris que le voyage coûtait 22 000 euros. Elle a appris que notre père n'avait pas approuvé le montant total. Elle a appris que son cadeau de diplôme avait été bâti sur un mensonge et emballé sous mon nom. Ces excuses sont arrivées un soir alors que je pliais du linge, je suis désolée. J'ai été égoïste. Je pensais que tu me prenais quelque chose, mais je crois que maman t'a pris quelque chose en premier. Je me suis assise par terre avec une serviette dans les mains et je l'ai lu 3 fois. Je voulais lui pardonner instantanément parce qu'une partie de moi regrettait l'idée d'avoir une sœur, mais j'avais appris à ne pas confondre des premières excuses avec une réparation achevée. J'ai répondu, merci de l'avoir dit. J'ai besoin de temps. À son honneur, elle n'a pas discuté. 1 mois plus tard, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un showroom de design d'intérieur à Belleville. Elle s'est plainte une fois de l'emploi du temps, puis a arrêté quand je ne l'en ai pas sauvée. Elle a commencé à payer sa propre facture de téléphone. Elle a vendu des vêtements en ligne. Elle m'a même demandé comment construire un crédit en toute sécurité. Je lui ai donné des conseils généraux, pas d'accès, pas d'argent, pas de plan de sauvetage. Ma mère a détesté ça. Elle a dit que j'avais monté ma sœur contre elle. Mais ce qui s'est réellement passé était plus simple. Pour la première fois, ma sœur a dû regarder le coût d'être protégée des conséquences. Et pour la première fois, ma mère a dû payer une facture qu'elle ne pouvait pas me faire parvenir. 3 mois après le voyage annulé, j'ai accepté un appel vidéo familial médiatisé. Non pas parce que tout allait bien, et non pas parce que je voulais prétendre que nous étions à nouveau une famille normale. J'ai accepté parce que je voulais dire ce que j'avais à dire dans une pièce où personne ne pouvait le réécrire. La médiatrice était une femme calme aux lunettes argentées qui a commencé par établir les règles, pas d'interruption, pas d'insultes, pas d'utilisation des devoirs parentaux passés comme paiement de l'obéissance adulte. Cette dernière a fait détourner le regard à ma mère. J'ai parlé en premier. J'ai dit que je n'étais pas là pour débattre si ma sœur méritait une célébration de remise de diplôme. J'étais là parce que ma carte de crédit avait été utilisée sans permission, parce qu'on m'avait menti et parce que quand je me suis protégée, la famille m'a traité comme le problème. Ma mère a commencé à pleurer avant que je ne finisse. Dans le passé, ces larmes m'auraient sorti de ma propre colère. Je me serais adoucie. J'aurais présenté des excuses pour mon ton. J'aurais essayé de rendre la pièce plus facile pour tout le monde. Cette fois, je l'ai laissé pleurer et j'ai continué à parler. J'ai dit, j'aime cette famille, mais je ne serai plus jamais le fonds d'urgence pour des choix que je n'ai pas faits. Mon père s'est excusé à nouveau, cette fois devant tout le monde. Il a dit qu'il avait confondu maintenir la paix avec la passivité, et qu'il comprenait maintenant que son silence avait contribué à perpétuer le schéma. Ma sœur s'est excusée aussi. Elle a dit qu'elle avait aimé être l'enfant chéri parce que cela ressemblait à de l'amour, mais elle commençait à voir qu'être gâtée ne l'avait pas préparée à la vraie vie. Elle semblait embarrassée en le disant, mais elle l'a dit quand même. Ma mère a été la dernière à parler. Pendant un certain temps, elle s'est défendue. Elle a dit qu'elle avait voulu donner à sa plus jeune fille quelque chose de beau. Elle a dit qu'elle se sentait obligée de suivre le rythme des autres parents. Elle a dit qu'elle pensait que je comprendrais parce que j'allais bien. La médiatrice lui a posé une question, Élise vous a-t-elle donné la permission d'utiliser sa carte ? Ma mère s'est essuyé le visage et a chuchoté, non. Ce seul mot n'a pas effacé ce qu'elle avait fait, mais a mis fin à l'argument. Après cet appel, les limites sont devenues officielles.
Ma mère n'aurait plus accès à mes informations financières, à mes codes d'accès de ma maison, à mes documents d'urgence ou à mes comptes. Si elle avait besoin d'aide, elle pouvait demander, et je pouvais dire non. Mon père a continué les consultations financières avec elle. Leur mariage n'a pas guéri comme par magie. Certains membres de la famille pensaient encore que j'étais trop dure, mais moins nombreux l'ont dit à voix haute après que la vérité soit devenue impossible à déguiser en amour familial. Ma sœur a continué à travailler. Elle n'est pas devenue parfaite. Moi non plus. Mais elle a commencé à économiser pour son propre petit voyage, un qu'elle pouvait réellement se permettre. Et un jour, elle m'a envoyé une photo d'un bocal étiqueté « Fonds de voyage ». Pas de culpabilité, pas de demande, juste du progrès. Quant à moi, la vie est devenue plus calme d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai accepté un projet plus important au travail. J'ai reconstruit mon dossier d'urgence avec seulement mon nom dessus. J'ai changé chaque compte, chaque mot de passe, chaque contact de secours. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai cessé de sursauter chaque fois que mon téléphone sonnait. Le plus étrange a été de réaliser que je n'avais pas perdu ma famille en posant des limites. J'avais perdu la version de ma famille qui exigeait que je disparaisse pour faire partie d'elle. C'était douloureux, mais c'était aussi la liberté. La leçon que j'ai tirée de tout cela est simple, l'amour familial ne devrait jamais exiger de quelqu'un de sacrifier son avenir, son crédit ou sa tranquillité d'esprit. Protéger ses finances n'est pas égoïste. Cela fait partie de la protection de sa dignité. Les limites ne sont pas des murs construits par la haine. Parfois, ce sont des portes avec des serrures qui apprennent aux gens que l'amour doit s'accompagner de respect. Et si vous écoutez ceci en vous sentant coupable d'avoir dit non à quelqu'un que vous aimez, j'espère que vous vous en souviendrez, une personne qui se soucie vraiment de vous n'aura pas besoin d'accéder à votre argent pour prouver que vous l'aimez. Elle respectera votre nom, vos limites et votre droit de construire une vie qui n'est pas constamment vidée par la crise de quelqu'un d'autre. Ma mère voulait une belle histoire à publier en ligne. Elle en a eu une différente. Une histoire où la fille qu'elle avait sous-estimée a finalement vérifié les comptes, protégé son nom et choisi la paix plutôt que la permission.